Donc, à la suite des problèmes donc, de ce matin, j'ai décidé donc de vous faire une vidéo. J'espère qu'elle sera un peu de meilleure qualité par rapport à ce que vous obtenez à partir de Teams. Donc, dans cette partie-là, on va parler de la croissance bactérienne. Alors, la croissance bactérienne, ça réfère essentiellement à la multiplication, donc l'augmentation du nombre de cellules bactériennes. Donc, comme vous pouvez le voir sur les quelques photos là que j'ai tirées d'une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube et qui vous donne en fait la multiplication en temps réel, si vous voulez, donc à partir d'une cellule. Donc, vous pouvez voir que en fait la multiplication elle s'opère essentiellement par une augmentation du nombre. Donc après, bien sûr, la masse va augmenter et donc le volume va augmenter, mais donc c'est essentiellement le nombre qu'on regarde. Alors la division chez les bactéries, elle se fait de plusieurs manières. Donc il y a peut-être les deux dont je voudrais vous parler, c'est la fission, c'est-à-dire donc la division binaire, c'est-à-dire qu'à partir d'une cellule, on a qui va se diviser en deux. Donc, généralement, donc il y a des invaginations il y a l'ADN qui va se dédoubler. Il y a des invaginations qui donc après vous donneront donc des invaginations un peu plus visibles peut-être à ce niveau-là. Et puis après vous avez séparation de deux cellules filles donc à partir d'une cellule mère. Et ça, on peut le voir un peu mieux sur le PDF que je vous ai laissé. Donc si on regarde sur ce PDF, ça donne un peu les étapes de la multiplication, donc essentiellement de la division binaire. Vous avez donc une cellule. C'est important de reconnaître un peu quelques structures dans ces cellules. Bon, d'abord, la paroi, c'est ce qui est donc en marron un peu, donc brun marron. Et puis, vous avez la membrane cytoplasmique qui est en quelque sorte donc un gris bleu. Et puis, après, en vert, vous avez l'ADN, le chromosome, ou le nucléoïde si vous voulez. Et puis après, vous avez deux types de protéines qui sont donc des protéines qu'on appelle les protéines MIN. Et qui, en fait, ce sont des protéines qui vibrent. Donc, en quelque sorte, on a un ressort. Donc, ça vibre un petit peu. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi ça vibre comme ça? En fait, ça vibre parce que ça va empêcher, donc on va voir après, donc il y a un noyau qui va se former. Donc, et ce noyau, donc, cet anneau, pardon, donc, qui va se former. C'est ça qui va permettre donc l'invagination et puis la division cellulaire. Donc, voilà une cellule. Vous allez avoir donc le dédoublement. Vous pouvez voir que donc la masse ici du chromosome a augmenté. Vous pouvez voir qu'ici, donc, on a pratiquement deux chromosomes qui sont en train de se séparer. Et en fait, ces protéines empêchent cet anneau jaune que vous voyez, qui est donc l'anneau des protéines FTS, on les appelle les protéines FTS, et ces protéines FTS, ce sont elles qui sont responsables de l'initiation donc de la séparation membranaire, donc de la séparation au niveau donc des membranes à ce niveau-là. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'après donc il y aura formation donc des membranes cytoplasmiques et après formation de la paroi, et après on a séparation de des cellules. Donc ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est un peu les étapes par lesquelles donc on passe par donc la multiplication, peu importe le temps. En fait, le temps il dépend des espèces bactériennes que vous avez, mais sinon donc on a d'abord donc on a dédoublement donc du chromosome. Après, donc, le dédoublement du chromosome qui commence à se séparer, qui part, donc les deux chromosomes partent de part et d'autre de la cellule. On a formation de cet anneau, donc, des protéines FTS. Et vous pouvez voir que les protéines MIN ont disparu à ce niveau-là.
C'est en fait une fois qu'ils ont disparu que l'anneau peut se former, sinon il l'empêche. Une fois qu'il est formé et qu'on a la séparation, on peut revoir que les protéines MIN sont là encore une fois. Et en fait, bon, sur l'autre figure que je voulais vous montrer, c'est simplement, donc, au lieu que ce soit un schéma, ce sont vraiment des photos réelles donc, d'une cellule qui est en multiplication. Vous pouvez voir que donc en fait ce qu'on a coloré c'est surtout les protéines FTS. Vous pouvez voir que les protéines FTS se forment et puis donc ils vont se grouper très lentement et dès que vous commencez à voir les invaginations en fait vous commencez à voir la formation du noyau et là donc les invaginations sont très claires. Vous pouvez voir ici donc à ce niveau là le noyau donc l'anneau des protéines FTS. Donc c'est important de comprendre un peu le rôle de ces protéines MIN et les protéines FTS dans la division cellulaire chez les bactéries. Alors on va revenir maintenant donc à notre on va donc revenir à cette description. Donc ça décrit un petit peu la division binaire. Ici donc on a le deuxième type dont je voulais vous parler, c'est le bourgeonnement. Il y en a plusieurs, mais le bourgeonnement, vous risquez de le voir surtout pour les levures. Donc en fait, dans le bourgeonnement, on a une cellule mère et des cellules filles. C'est ça qui fait la différence. D'accord? Et ils sont de différentes tailles. Donc la cellule mère est de plus grande taille et la cellule fille de plus petite taille. Donc la cellule mère va... Donc la cellule fille va augmenter de taille petit à petit et après un certain moment donc elle va se séparer et elle va donc après donc elle-même donc grossir pour donner donc une cellule mère. D'accord? Donc ça c'est le bourgeonnement, c'est les deux types donc dont je veux parler, la division binaire et le bourgeonnement. Mais il faut savoir que la division binaire c'est en fait la méthode la plus fréquente chez les bactéries. Donc c'est celle qu'on rencontre le plus. Donc une cellule fille va s'allonger. Généralement c'est deux fois sa taille. Et puis après elle va se diviser pour donner deux cellules filles. Alors ce qu'on va voir c'est un peu donc en premier une analyse mathématique de la croissance. Donc et on va commencer par un modèle qui est très simple que vous pouvez comprendre. Donc, à partir d'une cellule fille, on a deux cellules mères. Donc, en fait, le temps qui va passer ici, c'est ce qu'on appelle le temps de génération. C'est-à-dire que donc, le temps qui est nécessaire de passer d'une cellule à deux cellules. Mais c'est aussi le temps de passer de 10 cellules, par exemple, à 20 cellules. C'est-à-dire que c'est le temps qui est nécessaire donc, de passer d'un nombre à son double. Et ce temps... on va le revoir dans ce cours à plusieurs reprises. On le note généralement θ. Donc θ, c'est le temps de génération. Alors pour Escherichia coli, qui est peut-être l'un des micro-organismes les plus rapides, sinon le plus rapide, ce temps de génération, il est de 20 minutes. θ est égal à 20 minutes. Pour la majorité des bactéries, c'est entre 1 heure et 2 heures. Mais ça peut aller jusqu'à 24 heures, 48 heures pour certaines bactéries qui se multiplient lentement. Alors, donc, juste pour l'analyse, donc si on part d'une cellule, d'accord, on part d'une seule cellule, donc après un temps de génération, donc là, on va mettre le temps, et ici, on va mettre le nombre de cellules, donc le temps, et puis ici, on va mettre le nombre de cellules en fonction du temps. Donc, au temps t égale 0, on va commencer par une cellule. Au temps t égale 1 θ, on va avoir deux cellules. Et après, au temps t égale 2 θ, on va avoir 4 cellules. Et puis après, donc après un temps de 3 θ, on va avoir 8 cellules. Donc chaque fois, on a un dédoublement. Et si on regarde en fait, on passe donc de 2 puissance 0, qui est 1, à 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Et vous constatez que la puissance, en fait, ça correspond au nombre de générations. Donc, en fait, la puissance qu'on a ici, elle correspond au nombre de générations qu'on a. Donc, 1, 2,
3 et 4. Et donc, si on va généraliser donc cette formule, si on part donc d'un nombre n0, on a donc n est égal à 2 à la puissance n0. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si on donne à 1, par exemple, et on donne à 3, donc on va avoir 8. Donc, si le nombre initial est égal à 1 et le nombre de génération est égal à 3, donc on va avoir un nombre de 8. Et ça, c'est... donc, on a n qui est le nombre de génération. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer le nombre de génération? En fait, vous revenez un petit peu à ce qu'on a fait ici. Donc, le temps est égal, en fait, à un chiffre, en fait, est égal chaque fois au nombre de générations multiplié par le temps de génération. Je répète, donc le temps est égal au nombre de générations, puisque donc ici c'est 1, ici c'est 2, qui multiplie θ. Et donc le nombre de générations est égal, donc je viens de dire que donc le temps, donc le temps, si vous regardez, donc le temps est égal à 1 θ ici, est égal à 2 θ, c'est en fait le temps est égal à n qui multiplie θ, ce qui fait que donc n est égal au temps divisé par donc θ qui est le temps de génération. Et donc on peut cette formule là, donc soit on peut l'exprimer donc par le nombre de génération, on peut l'exprimer aussi par le temps. Donc n est égal à n0, 2 à la puissance t sur θ. Donc j'ai simplement remplacé n par t sur θ, écrit d'une autre manière, juste pour montrer que donc le temps, pour séparer un peu le temps, c'est n0, 2 à la puissance 1 sur θ qui multiplie le temps. D'accord? Alors pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple d'Escherichia coli. Donc pour Escherichia coli, le temps de génération il est de 20 minutes. On va supposer qu'on a laissé pendant 1 heure, donc c'est 60 minutes. Alors, 60 minutes, il faut voir à combien de générations ça va correspondre. Donc, c'est n est égal au temps divisé par le temps de génération est égal à 3. Donc, en fait, on a 3 générations. Et si on suppose qu'on a commencé avec n0 égal à 100 cellules par millilitre, donc n après 1 heure, ça va être n0 qui multiplie 2 à la puissance n, c'est-à-dire 100 qui multiplie 2 à la puissance 3, puisqu'on a 3 générations. Donc, on a 800 cellules par millilitre. Et ça, donc, tout à fait logique. Donc, après une génération, on va avoir 200. Après 2 générations, on va avoir 400. Et après 3 générations, on a 800 cellules par millilitre. Alors, donc, ça démontre un petit peu donc, que la multiplication bactérienne, c'est une fonction exponentielle. Bon, là, l'exponentielle qu'on a utilisé, c'est l'exponentielle en base 2, donc ou la puissance en base 2. Le problème, c'est que donc, très souvent, les cellules ne se divisent pas au même moment. C'est-à-dire que donc, lorsque vous avez 100 cellules, ils ne vont pas donner 200 cellules après une génération. En fait, il y a des cellules qui vont déjà se multiplier, il y a d'autres qui vont attendre un peu plus. Donc, en fait, on n'a pas vraiment... Donc, le temps de multiplication est exactement le même pour les cellules. Donc, si on veut généraliser, on généralise un peu plus avec un modèle exponentiel en base népérienne. Donc, si on prend donc dn sur dt est égal à mu qui multiplie n, alors mu, elle est constante, c'est un taux de croissance, donc c'est ce qu'on appelle le taux de croissance, le taux donc, de croissance bactérienne. Ici, on va supposer qu'il est constant. Donc, on peut intégrer ces deux. Donc, on fait passer le n de l'autre côté. Ça fait donc d de n sur n égale mu dt. On peut intégrer. Donc, on intègre pour d de n sur n entre n0 et n. Donc, l'intégrale donc de d de n sur n, c'est log de n. Et l'intégrale de dt, c'est simplement t. Donc, c'est ce qui va donner log de n0, de n sur n0 est égal à donc mu t, ou bien n égale n0 exponentielle mu t. Et ça ressemble à l'équation qu'on avait tout à l'heure, mais simplement cette fois-ci, au lieu que ça soit exprimé en fonction de 2,
c'est exprimé en fonction de l'exponentielle. Mais sinon, ça ressemble beaucoup à, cette équation. Mais il faut faire attention, le temps de génération n'a pas la même formulation parce que ce n'est pas une base 2. Donc, si on regarde le temps de génération de θ, c'est le temps nécessaire donc, de doubler. Donc, d'aller de 1 à 2 ou de 100 à 200, etc. Donc, on va supposer que on part de n0 jusqu'à 2n0. Donc, on va remplacer 2n0 dans t. Donc, n de t est égal à 2n0. Et on va remplacer donc par la formule qu'on avait en haut. Mais cette fois-ci, on va remplacer t par θ, puisque donc on est passé de n0 à 2n0. Donc le temps, il est égal à une génération. Donc le n0 va se simplifier. Ça vous donne donc exponentielle de mu θ est égal à 2. Vous faites un peu d'algèbre donc là-dessus et ça vous donnera θ égale log de 2 sur mu. Donc là, ça vous donne la relation entre le taux de croissance. Donc ça, c'est le taux de croissance et le temps de génération. Le temps de génération. Alors maintenant, on va pousser un peu plus. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe réellement si on prend un milieu qui n'est pas renouvelé. Donc, en fait, on prend, par exemple, un Erlenmeyer ou un flacon en général. On met des bactéries et on met un milieu de culture avec ces bactéries. On laisse pendant un certain temps. Bien sûr, il va y avoir multiplication, donc augmentation du nombre de cellules. Et comme il y a une quantité de nutriments qui est fixe, en fait, si on regarde la croissance en fonction du temps dans ce système, ici j'ai schématisé le temps, ici c'est le nombre, on voit que on a une croissance, c'est une croissance en plusieurs phases. C'est une croissance en plusieurs phases. Et en fait, il y a en gros 3 phases, en vert, en rouge, en bleu, et puis il y a une 4e aussi que j'ai mis en vert. J'aurais pu mettre peut-être en jaune. Peut-être on va la changer donc en jaune. Et en fait, ici, on a la phase de latence. Ce qui est en rouge, on a la phase de croissance. C'est là vraiment où il y a une augmentation du nombre. La phase bleue, c'est ce qu'on appelle la phase stationnaire. Il y a arrêt de la multiplication. Et la phase jaune que j'ai mis là, qui est 4, c'est en fait la phase de déclin. Donc, il y a une diminution du nombre. On va les voir donc en détail, en définissant un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent changer. Quels sont les facteurs qui sont importants. Alors, si on regarde donc la phase de latence, il y a très peu ou pas de multiplication. Donc, en fait, mu est à peu près égal à 0. Mu est donc à peu près égal à 0. Donc, il n'y a pratiquement pas de multiplication. Et la longueur de cette phase, elle dépend de 2 facteurs essentiellement. Le premier facteur, c'est l'état physiologique de l'inoculum. Donc, l'inoculum, c'est N0. S'il est jeune, comme vous, les étudiants, pas comme moi, un vieil homme, la phase de latence est courte. En fait, les cellules sont encore jeunes, ils se multiplient, donc ils sont en forme. Par contre, si les cellules sont vieilles, cette phase va être beaucoup plus longue parce qu'il faut attendre que ces cellules se remettent en forme, donc se remettent dans un état physiologique de la multiplication. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc si on a une culture jeune, elle se multiplie très rapidement, donc sans problème. Si on a une culture vieille, elle va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir réparer tous les dommages des cellules. Et après, on a donc le deuxième facteur, c'est le changement du milieu de culture. Donc si, par exemple, on a mis au début un milieu qui est très pauvre et après un milieu très riche ou l'inverse, peut-être l'inverse qui est un peu plus facile à comprendre, supposons que, par exemple, une bactérie était sur un milieu très riche. Donc, il y a des nutriments, elle a vraiment besoin de très peu de synthèse. Elle peut prendre les vitamines, elle peut prendre les acides aminés, tout est là à côté d'elle, il peut les prendre. Maintenant, vous la mettez dans un milieu, par exemple, où il y a
qui est très pauvre. Il n'y a pas d'acide aminé, il n'y a rien. Donc il faut qu'elle fasse il faut qu'elle fasse la synthèse de tous ses besoins à partir simplement, par exemple, du glucose. Rappelez-vous, la dernière fois, on a parlé donc des prototrophes, donc, qui se développent sur un milieu minimum, c'est-à-dire un milieu qui contient une seule source de carbone organique. Et donc là, il va falloir qu'elle fasse toutes les synthèses. Et en fait, donc pour que le passage entre un milieu riche et un milieu pauvre, ça va prendre du temps parce qu'il faut que la bactérie fasse la synthèse d'un peu des enzymes, il faut qu'il y ait donc toutes les régulations au niveau de l'ADN, des ARN, etc. Et donc ça prend du temps. Donc si on change un milieu, généralement, la phase de latence est plus longue parce que donc il faut qu'il y ait une adaptation à ce milieu. D'accord? Donc il faut qu'il y ait un temps. Donc il faut qu'il y ait un temps d'adaptation. Donc un temps d'adaptation au nouveau milieu. Milieu de culture. Alors, après donc, la phase de latence, il y a la phase de croissance qu'on peut diviser. Donc, c'est la phase réelle où il y a de la multiplication. Donc, généralement, il va commencer par une accélération. Donc, en fait, on a vu que mu dans la phase de latence était pratiquement 0. Là, elle va commencer à augmenter. Et puis, elle va devenir maximale et il va rester constante au niveau de la phase exponentielle, de croissance exponentielle. Et une fois que le milieu, les éléments nutritifs ne sont plus donc disponibles pour maintenir cette croissance, on commence à avoir un ralentissement. Et donc ce ralentissement donc, fait que donc ce ralentissement fait que donc on a une diminution, donc mu va commencer à diminuer. Et ça c'est parce que donc les nutriments, les éléments qui servent donc à la nutrition des micro-organismes commencent à devenir plus rares. Alors la phase stationnaire, la multiplication s'arrête. Donc en fait on a déjà ici un ralentissement. Au niveau de la phase stationnaire, elle s'arrête parce qu'il n'y a plus d'éléments nutritifs. Et donc là les cellules vont commencer déjà à avoir des problèmes. Donc il y a certaines qui vont mourir, d'autres qui vont se multiplier plus lentement. Mais en fait, si on regarde au niveau de ce qui se passe au niveau de la multiplication, on voit que le nombre ne change plus. D'accord? Et on arrive donc, si ça continue, on arrive à une phase où en fait, on a mortalité des cellules. Donc on a mortalité des cellules. Donc si on regarde donc la phase que j'ai mis en jaune en haut, qui est donc la phase de déclin, on commence à avoir donc mortalité des cellules, c'est-à-dire que mu, elle va diminuer. Et ça, on va le résumer sur le graphique que vous avez en bas ici. Donc j'ai mis mu et en fonction du temps. Pour la phase stationnaire, donc mu, elle est nulle. Après, elle va augmenter donc, au niveau, pour atteindre la phase exponentielle. Elle va rester dans la phase exponentielle. Donc, au cours de la phase de ralentissement, ça va diminuer. Et puis, vous avez la phase stationnaire ici. Donc, la multiplication devient nulle. Et après, donc, on a la phase de déclin où mu peut devenir négative. Donc, mu peut devenir négative, c'est-à-dire que donc, on commence à perdre des cellules. Voilà donc ce que je voulais.